Paris, 1971. La France vivait une période de modernisation effrénée lorsqu'un homme reçut la mission la plus dangereuse de sa carrière, enquêter sur l'impensable. Imaginez découvrir que dans votre propre pays, en plein XXe siècle, des répressions systématiques étaient commises contre des communautés entières. Imaginez documenter des tortures, des massacres et des crimes si barbares qu'ils feraient rougir les pires dictateurs de l'histoire. Maintenant, imaginez que ce rapport, avec plus de 7000 pages de preuves, ait tout simplement disparu pendant 40 ans. Ceci est l'histoire du rapport Fournier, un document qui aurait dû changer la France pour toujours, mais qui a été enterré dans les ténèbres du pouvoir. Jean Fournier n'était pas un homme ordinaire. Procureur de la République, connu pour son intégrité inébranlable, il fut choisi en mars 1971 pour diriger une commission d'enquête sur des plaintes contre le service d'aménagement du territoire, le SAT. Ce qui a commencé comme une enquête administrative de routine s'est transformé en le plus grand scandale de droits humains jamais documenté en France. Les premières plaintes sont arrivées comme des murmures. Des fonctionnaires du SAT licenciés, des paysans qui avaient réussi à fuir leur ferme, des prêtres horrifiés par ce dont ils avaient été témoins. Ils parlaient de choses impossibles à croire, des hameaux entiers empoisonnés, des enfants vendus comme domestiques, des femmes violées systématiquement, des hommes torturés à mort pour le plaisir. Fournier aurait pu classer l'affaire. Il aurait pu écrire un rapport bureaucratique, propre, qui ne dérangerait personne. Après tout, nous parlons de 1971. Le pays était dirigé d'une main de fer, la censure était brutale, et s'attaquer à certaines structures du pouvoir était une invitation à sa propre destruction. Mais il ne l'a pas fait. Pendant des mois, Fournier a parcouru la France. Il est entré dans le Larzac quand c'était encore un territoire presque sauvage. Il a traversé les Cévennes, visité des fermes isolées dans les Causses, parlé à des centaines de témoins. Ce qu'il a découvert était si choquant que sa vie en a été changée à jamais. Le SAT, créé ironiquement pour aménager le territoire, était devenu une machine d'extermination. Des fonctionnaires, des personnes payées avec l'argent des contribuables pour aider les plus vulnérables, commettaient des crimes contre l'humanité à une échelle industrielle. Ils dynamitaient des fermes entières. Ils empoisonnaient les rivières avec de l'arsenic. Ils distribuaient des vêtements contaminés par le virus de la variole pour provoquer des épidémies naturelles. Ils chassaient les opposants comme des animaux, utilisant des mitrailleuses depuis des hélicoptères. Ils enlevaient des enfants pour les vendre comme main-d'œuvre bon marché. Ils torturaient les leaders locaux avec un raffinement de cruauté qui défie l'imagination humaine. Et tout cela se passait avec la complaisance, sinon la participation directe des autorités locales, de politiciens influents et de grands propriétaires terriens qui voulaient ces terres pour eux-mêmes. Fournier a tout documenté. Chaque nom, chaque date, chaque crime. Il a rassemblé des photographies qui feraient honte à un bourreau médiéval. Il a enregistré des témoignages qui étaient des cris de douleur traversant des décennies de silence. Son rapport final comptait 7000 pages de preuves irréfutables. Quand il termina l'enquête, en 1972, Jean Fournier avait produit le document le plus important de l'histoire des droits de l'homme en France. Un rapport qui prouvait, sans l'ombre d'un doute, que l'État français avait commis des crimes atroces contre ses propres citoyens. Mais quelque chose d'étrange s'est produit lorsque le rapport a été remis. D'abord, la presse n'a reçu qu'un résumé superficiel. Les détails les plus choquants ont été omis. Ensuite, des exemplaires du rapport ont commencé à disparaître mystérieusement des archives gouvernementales. Les fonctionnaires qui avaient travaillé sur l'enquête ont été mutés à des postes lointains. Des témoins ont commencé à mourir dans d'étranges accidents. Et puis, comme par un tour de magie macabre, le rapport Fournier a simplement disparu. Pendant 40 ans, le document le plus important sur la répression rurale en France est resté perdu. Les historiens l'ont cherché, les journalistes ont enquêté, les militants des droits de l'homme ont fouillé les archives pendant des décennies. Rien. C'était comme s'il n'avait jamais existé.
Jusqu'en 2013, où une chercheuse aux Archives nationales a fait une découverte qui allait tout changer. Enfouie au milieu de milliers de documents poussiéreux, elle a trouvé ce que beaucoup considéraient comme un mythe, une copie complète du rapport Fournier. Ce qui se trouvait dans ces pages jaunies par le temps était pire que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Mais pourquoi un document aussi important a-t-il disparu pendant près d'un demi-siècle? Qui avait assez de pouvoir pour faire simplement s'évanouir un rapport gouvernemental officiel? Et plus important encore, combien d'autres secrets sont encore enfouis dans les sous-sols de la bureaucratie française? Si vous voulez découvrir la vérité derrière l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire de France, laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Parce que l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre va changer votre perception de ce qui s'est réellement passé dans ce pays. L'enquête ne fait que commencer. Plateau du Larzac, hameau de la communauté de Roquelongue, octobre 1970. Le silence de l'aube fut brisé par le vrombissement d'un avion volant à basse altitude. Antoine Martin pilotait le monomoteur avec une précision militaire. Ex-capitaine de l'armée de l'air, il travaillait maintenant pour le SAT comme inspecteur de vol. Mais sa mission ce matin-là n'avait rien d'une inspection. Sur le siège passager, Joseph Durand vérifiait une dernière fois le chargement. Des sacs de sucre, de farine et de sel. Apparemment des provisions pour le hameau en contrebas. Mais ces sacs contenaient la mort, de l'arsenic. Assez pour empoisonner un hameau entier de 3500 paysans et leurs familles. Le plan était simple et diabolique. Pendant des semaines, des fonctionnaires du SAT avaient gagné la confiance de la communauté, offrant des cadeaux, promettant une protection contre les grands propriétaires. Les paysans, innocents, avaient cru que le gouvernement français tiendrait enfin sa promesse de les protéger. Comme ils avaient tort, l'avion descendit en cercle, déversant les provisions empoisonnées sur le hameau. Des femmes enceintes, des enfants qui jouaient, des anciens racontant des histoires millénaires au coin du feu, tous coururent, joyeux, pour ramasser le cadeau qui tombait du ciel. Quelques heures plus tard, les cris commencèrent. D'abord, ce furent les enfants. Leurs petits corps ne supportèrent pas la dose mortelle d'arsenic. Vomissements violents, convulsions, agonie. Les mères, désespérées, ne comprenaient pas ce qui se passait. Comment la nourriture envoyée par les protecteurs pouvait-elle tuer leurs enfants? En 72 heures, il n'y avait plus de cris, seulement le silence. Lorsque les fonctionnaires du SAT revinrent une semaine plus tard, ils trouvèrent ce qu'ils attendaient. Un hameau fantôme. Des corps éparpillés partout, certains encore enlacés dans une dernière démonstration d'amour familial, des chiens morts à côté de leur maître. Même les oiseaux qui avaient mangé les grains empoisonnés gisaient sur les branches des arbres. Mais quelque chose avait mal tourné dans ce plan parfait. Quelques paysans s'étaient échappés. Un petit groupe était à la chasse loin du hameau quand la pluie de nourriture est tombée du ciel. En revenant et en trouvant leur famille morte, ils s'enfuirent terrorisés dans la garrigue. Ils seraient les seuls témoins vivants du massacre. Joseph Durand, l'homme qui avait planifié le massacre, ne montra aucun remords. Dans son rapport officiel pour le SAT, il écrivit froidement « Opération menée avec succès. Problème rural dans la région définitivement résolu. » Mais la solution définitive de Durand avait un problème. Les survivants commencèrent à parler. Dans les années qui suivirent, des récits fragmentés du massacre parvinrent aux oreilles de prêtres, d'anthropologues et de journalistes. Des histoires si absurdes que beaucoup les considéraient comme des légendes. Comment des fonctionnaires du gouvernement, des gens payés pour protéger les paysans, pouvaient-ils simplement empoisonner un hameau entier? C'était impossible à croire. Jusqu'à ce que d'autres histoires commencent à émerger. Dans les Cévennes, une communauté entière avait mystérieusement disparu, après que des fonctionnaires du SAT eurent distribué des couvertures contaminées par le virus de la variole. Dans les Corbières, des habitants racontaient que des hommes en uniforme avaient dynamité un hameau pendant la nuit, tuant des familles entières dans leur sommeil. Et puis il y avait les bataillons d'extermination.
Des groupes paramilitaires organisés et financés par des grands propriétaires, avec la participation directe de fonctionnaires du SAT. Ils chassaient les paysans comme des animaux, utilisant des hélicoptères et des mitrailleuses. Certaines expéditions étaient filmées comme des trophées de guerre. Les corps étaient mutilés et laissés exposés en guise d'avertissement pour les autres communautés. L'un des cas les plus choquants s'est produit dans un village isolé. Les fonctionnaires du SAT organisèrent une fête de la paix pour célébrer un accord foncier. Des centaines de paysans vinrent avec leurs familles. Au plus fort de la célébration, alors que tout le monde était désarmé et confiant, des paramilitaires encerclèrent le lieu. Ce qui s'est passé ensuite a été documenté par des photographies qui feront plus tard partie du rapport Fournier. Hommes, femmes et enfants furent attachés et torturés pendant des heures. Certains furent brûlés vifs. D'autres, enterrés jusqu'au cou et utilisés comme cible d'entraînement. Des femmes enceintes eurent leurs bébés arrachés de leur ventre et jetés aux chiens sauvages. L'un des bourreaux, des années plus tard, décrirait cette journée comme plus amusante que de chasser le sanglier. Mais pourquoi des fonctionnaires, des personnes supposément dévouées à la protection des peuples ruraux, se sont-ils transformés en génocidaires? La réponse se trouvait dans la terre. Le miracle économique français des années 1960 exigeait une expansion. Le territoire devait être développé, des routes devaient être construites, le bétail avait besoin de pâturage, les entreprises minières avaient besoin de concessions, et les paysans étaient sur le chemin. Le SAT, qui aurait dû être un bouclier protecteur, est devenu une arme d'extermination. Ces fonctionnaires recevaient des pots de vin de grands propriétaires et d'entreprises minières pour nettoyer les territoires. Plus le massacre était grand, plus la récompense était élevée. C'était une affaire extrêmement lucrative, et apparemment personne ne serait puni pour cela, jusqu'à ce que les plaintes parviennent aux oreilles du procureur Jean Fournier. En 1971, lorsque Fournier commença son enquête, il trouva des preuves qu'au moins 80 communautés paysannes avaient été complètement anéanties depuis la création du SAT. Des centaines de milliers de personnes, peut-être plus d'1 million, avaient été assassinées au nom du progrès. Mais comment était-il possible que des crimes aussi monstrueux soient passés inaperçus pendant des décennies? Comment une machine d'extermination a-t-elle pu opérer librement au sein même du gouvernement français, tuant des populations entières sans que le monde ne sache rien? Milo, 1964. Une paysanne maigre, avec des yeux qui semblaient porter le poids de 1000 morts, frappait pour la 10e fois à la porte de la gendarmerie. Son nom était Isabelle, survivante du massacre de la communauté de Roquelong. Elle avait tout perdu, mari, 5 enfants, parents, frères, en ce maudit matin où la mort était tombée du ciel déguisée en nourriture. Maintenant, avec seulement sa petite fille dans les bras, elle avait marché pendant des semaines à travers la garrigue pour atteindre la ville des puissants et raconter la vérité. « Personne ne croira une folle des montagnes », rit le gendarme Jean-Baptiste Sorel quand Isabelle réussit enfin à être entendue. Un fonctionnaire du gouvernement qui empoisonne des gens? Quelle est cette histoire, femme? Mais Isabelle n'a pas abandonné. Pendant des mois, elle a erré dans les rues de Millau, s'adressant à quiconque voulait bien l'écouter. Elle racontait son histoire dans un français approximatif, mêlé à son dialecte occitan, gesticulant désespérément pour faire comprendre aux autres l'ampleur de l'horreur dont elle avait été témoin. La plupart des gens traversaient la rue en la voyant. Une paysanne sale, parlant de massacres impossibles, elle était clairement folle. Certains jetaient des pièces à ses pieds, par pitié. D'autres lui criaient de retourner dans ses collines où était sa place. Mais Isabelle avait fait une promesse aux esprits de ses morts. Elle ne trouverait pas le repos, tant que le monde ne connaîtrait pas la vérité. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle avait une mémoire prodigieuse. Elle avait mémorisé chaque détail du massacre, les noms des hommes qui pilotaient l'avion, la date exacte, le type de poison utilisé. Combien de personnes étaient mortes chaque jour? Elle répétait ces informations comme une prière, comme si les mots étaient des amulettes capables d'apporter la justice. En 1965,
Après un an à frapper à des portes closes, Isabelle a finalement trouvé quelqu'un qui l'a cru. Le prêtre catholique, Père Antoine Michel. Français du Nord, récemment arrivé dans la région, Michel fut horrifié par le récit de la femme. Il connaissait d'autres cas similaires et commença à soupçonner qu'il y avait un schéma sinistre derrière ces morts. « Ma fille, dit le prêtre, si ce que vous dites est vrai, c'est un crime contre Dieu et contre l'humanité. » Michel aida Isabelle à écrire une lettre formelle dénonçant le massacre. Ils envoyèrent des copies aux journaux, à l'église, aux autorités à Paris. La réponse fut toujours la même, un silence absolu. Pire encore, les menaces commencèrent. Une nuit, des hommes cagoulés firent irruption dans la cabane où Isabelle vivait à la périphérie de Millau. Ils la battirent brutalement et menacèrent de tuer sa fille si elle continuait à répandre des mensonges sur des gens respectables. Ils lui brisèrent les bras pour qu'elle ne puisse plus écrire ni gesticuler. Mais même cela ne l'a pas arrêtée. Avec les bras plâtrés, Isabelle a continué sa croisade. Maintenant, elle emmenait sa petite fille dans les rues, la montrant aux gens et disant « Cet enfant est orpheline à cause des assassins du gouvernement. Elle est la preuve que ma famille a existé. » La détermination d'Isabelle a inspiré d'autres survivants. Lentement, des paysans de différentes régions ont commencé à sortir de l'ombre pour raconter leurs propres histoires d'horreur. Des familles entières exterminées, des hameaux disparus, des enfants vendus comme domestiques. Parmi eux se trouvait Antoine, un jeune homme de la communauté d'Écosse. Il s'était caché dans un arbre pendant le massacre de son hameau et avait vu les fonctionnaires du SAT torturer et tuer sa mère. Pendant 2 ans, il a vécu comme un fantôme dans la forêt, craignant d'approcher quiconque. « J'ai vu ma mère être brûlée vive », a raconté Antoine au père Michel, les larmes coulant sur son visage. « Elle criait mon nom, mais je ne pouvais rien faire, j'étais juste un enfant. » Il y avait aussi Marie, la doyenne respectée d'une communauté, dont le hameau avait été bombardé à la dynamite lors d'une fête religieuse. Elle a survécu parce qu'elle était à la chasse, mais elle a perdu 127 membres de sa communauté, y compris son mari et ses 3 fils. « Ils ont tué mon peuple comme si nous étions des animaux, » a dit Marie, avec une rage froide qui glaçait le sang. « Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des gens. Nous saignons, nous pleurons, nous aimons. » Le groupe de survivants, dirigé par Isabelle, a commencé à s'organiser. Ils n'avaient pas d'argent, pas d'éducation formelle, pas de pouvoir politique. Mais ils avaient quelque chose que leurs bourreaux n'attendaient pas. Une détermination inébranlable. Ils ont créé un rituel quotidien. Chaque aube, ils se réunissaient sur un petit terrain vague et récitaient les noms de tous les morts dont ils pouvaient se souvenir. C'était une liste interminable, des familles des Cévennes, des Causses, du Larzac, des communautés entières qui avaient été effacées de la carte. Tant que quelqu'un se souviendra de leur nom, disait Isabelle, ils ne seront pas vraiment morts. La presse locale a commencé à les dépeindre comme des paysans agitateurs qui inventaient des histoires pour diffamer le progrès français. Les politiciens qualifiaient leur dénonciation de fantasmes primitifs et de tentatives de sabotage communiste. Mais ils ne se sont pas tus. En 1970, lorsque les premières plaintes formelles arrivèrent à Paris, Isabelle était déjà devenue une légende urbaine, la folle qui parle aux morts. Les enfants s'enfuyaient d'elle dans les rues, les adultes faisaient le signe de croix en la voyant passer. Elle s'en fichait. Sa mission n'était pas d'être aimée, mais d'être entendue. Quand elle a appris qu'un procureur nommé Jean Fournier avait été désigné pour enquêter sur le SAT, Isabelle a fait une marche de 3 jours jusqu'à Paris. Elle est arrivée sale, pieds nus, portant sa fille, qui avait maintenant 3 ans, dans ses bras. À la réception du ministère de la Justice, elle s'est assise par terre et a dit aux fonctionnaires « Je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai pas parlé à l'homme qui va découvrir la vérité sur mon peuple assassiné. » Fournier, quand il l'a finalement reçue, a été choqué, non seulement par l'histoire qu'elle a racontée, mais par la précision des détails, la cohérence des faits et la douleur authentique qui émanait de chaque mot.
À ce moment-là, le procureur a compris qu'il n'enquêtait pas seulement sur de la corruption administrative, il était face à un génocide systémique. Jusqu'où iriez-vous pour rendre justice à vos morts? Combien d'humiliations supporteriez-vous? Combien de menaces affronteriez-vous? Commentez ci-dessous, que feriez-vous si vous étiez le dernier survivant de votre famille et que personne ne vous croyait? Isabelle et les autres survivants étaient sur le point de découvrir que leur lutte solitaire ne faisait que commencer. Milo, bar des amis, 1965. La conversation s'arrêtait brusquement dès que quelqu'un mentionnait le problème des paysans. C'était ainsi dans toutes les villes de province où le SAT opérait. Un silence lourd, chargé de secrets que tout le monde connaissait mais que personne n'osait prononcer. Commerçants, propriétaires terriens, politiciens locaux, tous partageaient une sinistre complicité. Ils savaient exactement ce qui se passait dans les campagnes, mais feignaient de vivre dans une bulle d'ignorance. À Millau, capitale de l'agro-industrie émergente, l'élite locale avait transformé le génocide rural en un secret de famille. Dans les hôtels particuliers du centre-ville, lors de dîners arrosés de whisky importé, les propriétaires terriens racontaient des blagues sur le nettoyage des terres et portaient un toast aux héros anonymes qui défrichaient la campagne. C'est le prix du progrès, philosophait le colonel Benoît Salazar, propriétaire de 20 000 hectares dans l'Aveyron, lors d'une de ses réunions sociales. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les œufs étaient des vies humaines. Les omelettes étaient des exploitations agricoles construites sur des cimetières paysans. La ville était divisée entre ceux qui profitèrent de l'extermination et ceux qui faisaient semblant de ne rien voir. Il y avait aussi un troisième groupe, plus petit et plus dangereux, ceux qui en savaient trop. Le docteur Charles Moreau était l'un d'eux. Médecin légiste à la retraite, il avait été appelé à plusieurs reprises pour attester de morts naturelles, dans des cas manifestement suspects. Des dizaines de corps de paysans avec des blessures par balle, qu'il était obligé de classer comme morts par maladie tropicale. Des rapports qu'il signait la main tremblante, sachant qu'il participait à un crime monstrueux. « J'avais une famille à nourrir », raconterait-il des années plus tard au procureur Fournier. « Si je refusais de signer, il trouverait un autre médecin, et j'aurais probablement eu un accident sur la route. » La corruption était systémique et impliquait toute la structure du pouvoir local. Les juges classaient les enquêtes sans même les ouvrir. Les gendarmes perdaient des preuves mystérieusement. Les journalistes recevaient des pots de vin pour ne pas publier certaines informations. Les prêtres étaient mutés dans des paroisses lointaines lorsqu'ils posaient trop de questions. L'Église catholique locale vivait un terrible dilemme moral. Certains prêtres, comme Antoine Michel, tentaient de dénoncer les crimes. D'autres, principalement les Français nés dans la région, préféraient le silence commode. Mamzieur. Fernand Petit, l'évêque de Rodez à l'époque, a choisi un juste milieu lâche, prétendre que rien ne se passait tout en priant en privé pour le salut de sa propre âme. Dieu pardonne à ceux qui ne peuvent pas agir, se disait-il souvent. Mais qu'en est-il de ceux qui peuvent agir et choisissent de ne pas le faire? Dans les périphéries des villes, parmi les ouvriers agricoles et les petits commerçants, les réactions étaient différentes. Beaucoup ignoraient sincèrement l'ampleur des massacres. D'autres se doutaient de quelque chose, mais n'avaient aucun pouvoir pour agir. Et certains, de manière effrayante, soutenaient ouvertement l'extermination. « Un bon paysan est un paysan mort », était une phrase courante dans les bistrots. Ils ne font que freiner le développement. Cette mentalité génocidaire avait été soigneusement cultivée par des années de propagande. Les journaux locaux publiaient des articles décrivant les paysans comme des sauvages dangereux et des obstacles au progrès national. Les politiciens prononçaient des discours enflammés sur la nécessité de civiliser la campagne et d'intégrer les primitifs à la société moderne. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était tuer les paysans et voler leurs terres. Mais tout le monde ne s'est pas tu. Hélène Marchand, institutrice dans une école rurale, a commencé à remarquer quelque chose d'étrange en 1964. Plusieurs de ses élèves paysannes
ont tout simplement disparu pendant les vacances scolaires. Quand elles posaient des questions à leur sujet, elles recevaient des réponses évasives. Elles ont déménagé, elles sont allées voir de la famille, elles sont retournées à la ferme. Hélène n'y a pas cru. Elle connaissait ses filles depuis des années. Elles savaient lire et écrire, parlaient couramment le français, rêvaient de poursuivre leurs études. Pourquoi retournerait-elle à une vie primitive dans les montagnes? Elle a décidé d'enquêter par elle-même. Pendant les vacances de juillet, Hélène s'est rendue dans les hameaux où vivaient ses élèves. Ce qu'elle a trouvé était désolant. Des communautés entières abandonnées, des maisons incendiées, des objets personnels éparpillés comme si les gens s'étaient enfuis en courant. Dans l'un de ces hameaux, elle a trouvé quelque chose qui l'a hantée pour le reste de sa vie. De petites chaussures d'écolier éparpillées parmi des ossements humains. Hélène est retournée en ville, complètement transformée. Elle a contacté le gendarme, le juge, le maire. Tous lui ont donné la même réponse. « Madame, vous voyez des choses. Les paysans sont des nomades. Ils déménagent tout le temps. » Mais Hélène connaissait la différence entre migration et massacre. Elle a commencé à poser des questions embarrassantes lors des réunions de parents d'élèves. Elle parlait de ses découvertes à quiconque voulait l'entendre. Bientôt, sa position à l'école est devenue intenable. Le directeur l'a convoquée pour une conversation privée. « Hélène, vous êtes une bonne enseignante, mais vous vous mêlez d'affaires qui ne vous regardent pas. Je vous suggère de vous concentrer sur l'enseignement du français et des mathématiques, pas sur l'enquête sur la mort de paysans. » C'était un avertissement, et aussi une menace. Hélène a dû choisir entre sa carrière et sa conscience. Elle a choisi sa conscience. Elle a été licenciée 3 semaines plus tard, officiellement pour insubordination pédagogique. En réalité, pour en savoir trop. Des cas comme celui d'Hélène se répétaient dans toute la France rurale. Les personnes intègres qui découvraient des bribes de vérité étaient systématiquement réduites au silence, mutées, licenciées ou menacées. Le système avait des anticorps contre l'honnêteté. Dans d'autres villes, la complicité prenait des formes encore plus sinistres. À Albi, des commerçants locaux finançaient directement les expéditions d'extermination. En échange, ils recevaient le droit d'exploiter les terres libérées. C'était un investissement au retour garanti. Le maire d'une petite commune, Josué Martin, a même créé un impôt de nettoyage territorial, une taxe que les entrepreneurs payaient pour que la municipalité organise des opérations d'hygiène contre les hameaux. « Nous rendons un service public », disait Martin sans aucune honte. « Nous nettoyons la terre, vous investissez, tout le monde y gagne, tout le monde, sauf les morts. » La stratégie de silenciation était sophistiquée. Il ne suffisait pas de tuer les paysans, il fallait effacer toute trace de leur existence. Les hameaux étaient entièrement incendiés, les cimetières détruits, les objets culturels vendus à des collectionneurs européens comme des artefacts de tribus disparues. C'était comme si des peuples entiers n'avaient jamais existé. Comment une société entière peut-elle devenir complice d'un génocide? Comment des gens normaux, avec des familles et des valeurs, peuvent-ils simplement accepter l'extermination de leurs semblables? La réponse se trouvait dans les secrets que personne ne voulait avouer. Ferme de Saint-Martin-Larzac, mars 1971. Le procureur Jean Fournier marchait sur une terre sacrée qui était devenue un cimetière. L'odeur était toujours là. Après 4 ans, l'odeur douce et nauséabonde de la mort imprégnait le sol comme une malédiction. Fournier se couvrit le nez avec un mouchoir, mais il savait que cette sensation l'accompagnerait pour toujours. « C'était ici, monsieur le procureur », dit Manuel, le guide local qui avait eu le courage d'emmener le procureur à l'ancien hameau. « C'est ici qu'ils ont tué tout le monde. » Fournier marcha lentement sur le terrain, ses yeux d'enquêteur entraînés enregistrant chaque détail. Ce qu'il voyait défiait non seulement son expérience juridique, mais aussi sa capacité à comprendre la méchanceté humaine. Des fragments d'os émergeaient du sol comme des dents cassées, trop petits pour être ceux d'adultes. Des enfants, des dizaines, peut-être des centaines, enterrés dans des fosses peu profondes que la pluie avait mises au jour au fil des ans.
Mais ce ne furent pas seulement les ossements qui le choquèrent, ce furent les objets trouvés à côté des corps, des jouets en bois et en tissu, des médaillons de baptême que les mères avaient mis au cou de leur bébé avant de mourir, des marmites en terre cuite contenant encore des restes de nourriture carbonisée, le dernier repas qu'une famille avait préparé avant d'être massacrée. « Ils ont été surpris pendant le dîner », murmura Fournier en s'agenouillant à côté d'un petit bol. « Ils n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. » Manuel hocha la tête, les yeux humides. Les survivants racontent que les hommes du SAT sont arrivés la nuit, quand tout le monde dormait. Ils ont dit qu'ils venaient apporter des cadeaux. Les paysans ont allumé des feux pour les accueillir. C'est là que le massacre a commencé. Les preuves matérielles racontaient une histoire de brutalité systématique. Fournier trouva des impacts de balles sur les arbres autour de la clairière, une configuration de tir en cercle qui indiquait une exécution organisée, pas un affrontement. Les victimes avaient été acculées au centre du hameau et tuées méthodiquement, mais le plus troublant était à venir. Sur une petite colline voisine, Fournier découvrit ce qui allait devenir l'une des pièces les plus choquantes de son enquête. Un tas d'objets personnels organisés comme des trophées de guerre, des outils agricoles traditionnels, des croix occitanes, des instruments de musique sacrée, le tout empilé y partiellement brûlé. « Ils collectionnaient des souvenirs », dit Fournier avec horreur dans la voix. « Ils ont traité le massacre comme une partie de chasse. » Parmi les trophées, il trouva quelque chose qui lui glaça le sang, des photographies. Des dizaines de photographies montrant des fonctionnaires du SAT posant à côté de corps de paysans comme des chasseurs fiers de leur proie. L'une des photos montrait Joseph Durand, l'homme qui avait organisé l'empoisonnement, souriant à côté d'une pile de cadavres d'enfants. Une autre montrait des fonctionnaires en uniforme tenant des têtes décapitées comme s'il s'agissait de trophées de pêche. « Mon Dieu !» murmura Fournier, « ils ont documenté leurs propres crimes. » L'arrogance des assassins était telle qu'ils ne se contentaient pas de photographier les massacres, mais gardèrent les images comme des souvenirs. Certaines photos avaient été envoyées à des proches comme des cartes postales du travail à la campagne. Au dos d'une des photographies, quelqu'un avait écrit « Mission accomplie ». 200 problèmes de moins. Bise du Larzac. 200 personnes. 200 vies humaines, réduites à des problèmes résolus. Mais les preuves matérielles révélaient des détails encore plus macabres. Fournier trouva les restes de structures improvisées, des poteaux en bois avec des chaînes rouillées. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'enclos pour le bétail. Puis il comprit la terrible vérité. C'étaient des instruments de torture. Ils attachaient les victimes ici, expliqua Manuel, en montrant des marques sur le sol. Les survivants racontent que certains étaient torturés pendant des jours avant de mourir. Ils voulaient des informations sur d'autres hameaux, sur des caches dans la nature. Les chaînes portaient encore des taches sombres que le temps n'avait pas effacées. Dans une zone voisine, Fournier fit une découverte qui le hanterait pour le reste de sa vie. Une fosse commune ne contenant que de petits os, des bébés. Des dizaines d'entre eux, jetés comme des déchets dans une tombe peu profonde. « Pourquoi tuer de si jeunes enfants ?» demanda Fournier plus à lui-même qu'au guide. « Parce qu'ils auraient grandi et seraient devenus des paysans », répondit Manuel avec amertume. « C'était plus facile de les tuer tout de suite. Le génocide n'était pas seulement systématique, il était préventif. Il ne tuait pas seulement les adultes qui entravaient le progrès, mais aussi les enfants qui, un jour, pourraient revendiquer leurs terres ancestrales. » Dans une autre partie de l'ancien hameau, Fournier trouva des preuves d'expérience macabres, des os avec des marques étranges, comme s'ils avaient été exposés à des produits chimiques. Des analyses ultérieures confirmeraient que les assassins testaient différents types de poisons pour rendre les massacres plus efficaces. Ils utilisaient les paysans comme cobayes, conclut Fournier. Ils testaient des moyens moins chers de tuer. Parmi les documents trouvés dans une maison abandonnée à proximité, il y avait des rapports détaillés sur l'efficacité de différentes méthodes d'extermination. Arsenic contre strychnine, balles contre dynamite, incendie contre noyade. C'était une science du génocide, mais la découverte la plus choquante fut peut-être un journal intime écrit par l'un des fonctionnaires du SAT, Antoine Martin,
le pilote qui avait largué de l'arsenic. Les pages, détériorées par le temps et l'humidité, contenaient des récits détaillés des massacres, rédigés avec la froideur d'un rapport technique. 15 octobre, opération terminée. 347 éliminés. Méthode, dynamite pendant une fête religieuse. Efficacité, 100%. Coût, 50 000 francs. Observation, éviter les opérations de pleine lune. Visibilité excessive. 3 novembre, test d'un nouveau poison sur les gens des Cévennes. Dosage insuffisant, 23 survivants. Note, doubler la concentration la prochaine fois. 12 décembre, hameau pacifié. Méthode mixte, variole plus feu. Résultat satisfaisant. Joyeux Noël. Fournier lut tout le journal en silence, des larmes coulant sur son visage. Il ne documentait pas seulement des crimes. C'était la transformation d'êtres humains en monstres. Des gens qui avaient complètement perdu leur humanité au nom du profit. Comment était-il possible que des fonctionnaires, des personnes ayant une famille et une vie apparemment normale, aient pu devenir des génocidaires aussi efficaces? Quelle sorte de système corrompt les âmes humaines au point de les transformer en machines de mort? Les réponses étaient enfouies dans ce sol maudit, aux côtés de milliers de victimes innocentes. Paris, bureau du procureur Fournier, juillet 1971. Des piles de documents couvraient chaque surface disponible, mais la vérité semblait plus lointaine que jamais. Fournier regardait le tableau d'enquête sur le mur, une toile complexe de noms, de dates, de lieux et de connexions qui semblaient ne mener nulle part. 6 mois d'enquête intense avaient produit suffisamment de preuves pour prouver le génocide, mais les responsables restaient insaisissables comme des fantômes. « Monsieur le procureur », dit son assistant Robert, en entrant avec un autre rapport frustrant. « La piste du commandant Sorel n'a rien donné. Il est mort dans un accident de voiture il y a 3 ans. » Encore une impasse. Le commandant Alcide Sorel était désigné par plusieurs témoins comme le coordinateur militaire des opérations de nettoyage dans le Larzac. C'était le lien parfait entre le SAT et les forces armées. Mais il était mort. Commodément mort, sur une route de campagne isolée. « Accident », murmura Fournier avec sarcasme. « Quelle coïncidence opportune !» L'enquête était systématiquement sabotée depuis le début. Des documents disparaissaient mystérieusement des archives. Des témoins changèrent leur version d'une semaine à l'autre. Des fonctionnaires qui avaient accepté de coopérer étaient mutés à des postes éloignés, ou tout simplement disparaissaient. La première grande fausse piste avait été un homme nommé Jean-Baptiste Perrin, présenté par une source anonyme comme le cerveau derrière les massacres. Fournier passa 2 mois à enquêter sur Perrin, pour finalement découvrir qu'il était un honnête commerçant de Toulouse qui n'avait jamais mis les pieds dans une ferme. « Quelqu'un nous fait tourner en rond », dit Fournier à son équipe lors d'une réunion tendue. « Chaque fois que nous nous approchons de la vérité, une nouvelle piste surgit pour nous en éloigner. » La deuxième fausse piste était encore plus élaborée. Une lettre anonyme arriva au bureau de Fournier avec des détails précis sur une supposée cachette où se trouveraient les preuves définitives des crimes. La lettre mentionnait des noms corrects, des dates précises, des détails que seul quelqu'un de l'intérieur pouvait connaître. Fournier et son équipe se rendirent dans une ferme abandonnée où ils étaient censés trouver des archives secrètes du SAT. Ils passèrent 3 jours à creuser, chercher, enquêter. Ils ne trouvèrent qu'une tombe vide et un message moqueur peint sur le mur. Les procureurs trop curieux ont la vie courte. C'était un avertissement, et aussi un piège, pour faire perdre un temps précieux à l'enquête. La troisième impasse vint du gouvernement lui-même. Le ministre de la Justice, sous la pression de secteurs influents de la société, nomma une commission de révision pour évaluer le travail de Fournier. Officiellement, c'était pour garantir le sérieux de l'enquête. En pratique, c'était une tentative de contrôler et de limiter les découvertes. Procureur Fournier, dit le docteur Armand Faure, président de la commission de révision, lors d'une réunion tendue, « Vos enquêtes créent un climat d'instabilité inutile. Il serait peut-être temps de vous concentrer sur des cas moins polémiques. » Fournier regarda l'homme droit dans les yeux. « Docteur Faure, êtes-vous en train de suggérer que nous classions une enquête sur un génocide parce qu'elle est polémique ? Je suggère la prudence.
La France est dans une phase délicate de son développement. Les scandales pourraient nuire aux investissements étrangers. C'était la logique perverse du système. Le génocide était acceptable, tant qu'il restait discret. Ce qui dérangeait vraiment, ce n'étaient pas les crimes, mais leur révélation. La pression augmentait de jour en jour. Des appels anonymes menaçaient Fournier et sa famille. Des voitures étranges furent vues à plusieurs reprises devant sa maison. Sa femme, Lucie, commença à faire des cauchemars et le supplia d'abandonner l'affaire. « Jean, dit-elle un soir, après avoir trouvé des vitres brisées dans leur jardin, ils vont te tuer. Et ensuite, ils tueront nos filles. » Est-ce que ça en vaut la peine? C'était une question que Fournier se posait chaque nuit. Plus frustrant encore étaient les témoins qui changeaient leur version à la dernière minute. Des gens qui avaient donné des témoignages détaillés sur des massacres spécifiques se souvenaient soudain qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient confondu les dates, qu'ils n'avaient peut-être rien vu après tout. Marie Dubois, une infirmière qui avait travaillé dans des dispensaires ruraux et était témoin de plusieurs épidémies suspectes, a complètement rétracté son témoignage après avoir disparu pendant une semaine. Quand elle est réapparue, elle était visiblement secouée et répétait comme un mantra « Je n'ai rien vu, je ne sais rien, je veux juste la paix ». De toute évidence, on l'avait contactée. Le plus décourageant était que les survivants eux-mêmes commençaient à se rétracter. Antoine, le jeune homme qui avait été témoin du massacre de sa communauté, se présenta un matin d'août au bureau de Fournier, méconnaissable, maigre, effrayé, avec des marques de coups mal dissimulées. « Monsieur le procureur, dit-il d'une voix tremblante, j'ai menti, il n'y a pas eu de massacre. Mon peuple a déménagé dans une autre région, j'ai tout inventé. » Fournier savait que le jeune homme était sous la contrainte, mais légalement, il ne pouvait pas utiliser un témoignage rétracté. Sans témoin, les preuves matérielles perdaient une grande partie de leur valeur probante. L'enquête était méticuleusement démantelée. En septembre 1971, l'ordre que Fournier craignait le plus arriva. Le ministère de la Justice suggéra officiellement que l'enquête soit conclue d'ici la fin de l'année. 6 mois s'étaient écoulés, des ressources considérables avaient été dépensées et il n'y avait pas de preuves suffisantes pour justifier la poursuite des travaux. « Pas de preuves suffisantes !» explosa Fournier lors d'une réunion avec ses supérieurs. « Nous avons des photos de massacres, des témoignages de survivants, des documents prouvant une conspiration génocidaire. Comment cela peut-il ne pas être suffisant ? Nous avons des photos qui pourraient avoir été truquées, des témoignages rétractés et des documents dont l'authenticité est discutable, répondit froidement le ministre. D'un point de vue juridique, l'affaire est fragile. C'était un mensonge, et tout le monde dans la pièce le savait. Mais la vérité et la justice étaient devenus des concepts sans importance dans cette enquête. La stratégie des saboteurs était géniale dans sa simplicité. Il n'était pas nécessaire d'arrêter l'enquête. Il suffisait de la rendre inutile, créer tellement de fausses pistes, d'impasses, de contradictions que le rapport final serait facilement discrédité. « Ils nous font perdre du temps jusqu'à ce que la société oublie l'affaire », dit Robert, lors d'une conversation privée avec Fournier. « Dans quelques mois, plus personne ne se souciera de paysans morts. » Fournier savait que son assistant avait raison. L'attention du public est volatile et la machine de propagande du gouvernement travaillait déjà à minimiser l'importance des crimes. Les journaux commençaient à parler d'exagération dans l'enquête et de sensationnalisme inutile. L'affaire était en train d'être classée dans l'esprit du public avant même d'être officiellement close. En octobre, Fournier prit une décision désespérée. Il continuerait à enquêter même après le délai officiel, en utilisant ses propres fonds si nécessaire. Il savait que cela pourrait lui coûter sa carrière, peut-être sa vie, mais il était allé trop loin pour abandonner. Mais était-il possible de trouver la vérité alors que tant de forces puissantes conspiraient pour l'enterrer? Quand même, les victimes étaient réduites au silence. Qui parlerait pour les morts? L'enquête la plus importante de l'histoire de France était sur le point d'être classée pour toujours. Paris, maison de Jean Fournier, 3 heures du matin, novembre 1971. Sa femme se réveilla au son de la machine à écrire dans le bureau. C'était ainsi toutes les nuits depuis 8 mois.
Lucie descendait les escaliers en silence et trouvait toujours la même scène. Son mari penché sur des piles de documents, tapant frénétiquement, entouré de photographies horribles de massacres qu'elle ne pouvait pas regarder directement. « Jean », murmura-t-elle en posant la main sur son épaule, « il est 3 heures du matin, tu dois dormir. » Il la regarda avec des yeux rougis par la fatigue et l'obsession. Il avait perdu 15 kilos depuis le début de l'enquête. Ses tempes étaient devenues complètement blanches, bien qu'il n'eût que 42 ans. L'homme qu'elle avait épousé était en train de disparaître, remplacé par un fantôme consumé par une mission impossible. « Je ne peux pas m'arrêter, Lucie, » dit-il d'une voix rauque. « Chaque heure que je perds à dormir, ils effacent plus de preuves, ils tuent plus de témoins, ils cachent plus de documents. Tu vas mourir si tu continues comme ça, implora-t-elle. Les filles ne te reconnaissent même plus. Tu es devenu un étranger dans ta propre maison. » C'était vrai. Ses 2 filles, âgées de 8 et 12 ans, avaient cessé de le solliciter pour jouer. Quand il rentrait à la maison, toujours tard, toujours fatigué, toujours distrait, elles lui faisaient juste un signe timide et retournaient à leurs occupations. Elle savait que papa se battait contre des monstres invisibles qui étaient plus importants qu'elle. Fournier était devenu un homme hanté. Il ne pouvait plus profiter des choses simples comme un dîner en famille ou une conversation insouciante. Son esprit était en permanence fixé sur les crimes qu'il enquêtait, sur les victimes qu'il ne pouvait pas sauver, sur les coupables qui lui échappaient. Il emportait les photographies des massacres partout où il allait, non par nécessité professionnelle, mais parce qu'il se sentait obligé de se souvenir constamment de la douleur dont il avait été témoin. C'était comme si porter ce fardeau était sa pénitence pour ne pas avoir empêché les crimes. « Tu sais combien d'enfants ont été tués rien que dans le dernier massacre que j'ai documenté ?» demanda-t-il à Lucie, en tenant une photo qu'elle refusait de regarder. « 67 bébés, jetés dans une fosse commune, comme s'ils étaient des déchets. Je sais, Jean, tu me le racontes tous les soirs depuis des semaines. Et tu sais combien de meurtriers ont été punis? 0, pas un seul. Ils sont toujours en liberté. Certains m'ont même été promus. » L'obsession de Fournier n'était pas seulement professionnelle. Elle était personnelle, viscérale, presque spirituelle. Il avait grandi dans une famille catholique traditionnelle, croyant que la France était un pays chrétien, civilisé, incapable de barbarie. La découverte du génocide systémique avait détruit sa foi non seulement en son pays, mais en l'humanité elle-même. Dans son bureau, il avait créé un autel macabre. Des photographies des victimes couvraient un mur entier, des visages d'enfants morts, de femmes torturées, d'hommes exécutés. Sous chaque photo, il écrivait le nom de la victime, quand il parvenait à l'identifier. Quand il ne le pouvait pas, il écrivait simplement « Anonyme né 347 » ou « Enfant non identifié 9. C'était sa façon de s'assurer que chaque mort soit reconnue individuellement et non pas seulement comme une statistique. « Ils ont un nom », murmurait-il seul en collant une autre photo au mur. « Chacun avait un nom, une famille, des rêves. Ils ne seront pas oubliés. » Ses collègues du ministère de la Justice commencèrent à l'éviter. Lors des réunions, il parlait obsessionnellement des crimes, montrant des photos choquantes à quiconque voulait ou ne voulait pas les voir. Il avait complètement perdu la capacité d'avoir des conversations banales sur d'autres sujets. « Fournier est devenu un fanatique », chuchotait-il dans les couloirs. « Il est obsédé, il a perdu toute objectivité. » Mais il ne se souciait pas de l'opinion des autres. En fait, il commença à se méfier de tous ceux qui ne montraient pas la même indignation que lui. Comment quelqu'un pouvait-il connaître les détails des massacres et continuer à vivre normalement? Comment pouvait-il rentrer chez eux, dîner en famille, regarder la télévision, comme si de rien n'était? « Vous êtes tous complices », dit-il dans un éclat lors d'une réunion ministérielle. Vous savez qu'un génocide a été commis dans ce pays et vous continuez à vous préoccuper de vos carrières, de vos salaires, de votre image publique. Vous n'êtes pas différent de ceux qui ont appuyé sur la gâchette. C'était une accusation trop lourde et probablement trop vraie pour être pardonnée. À partir de ce jour, Fournier fut systématiquement isolé.
Il cessa de recevoir des invitations aux réunions importantes. Son accès à certains documents fut restreint. Des fonctionnaires subalternes reçurent l'ordre implicite de ne pas collaborer avec lui. Mais cela ne fit qu'intensifier son obsession. Il commença à travailler complètement seul, ne faisant confiance qu'à Robert, son assistant le plus fidèle. Ensemble, ils créèrent une enquête parallèle, utilisant leurs propres fonds, travaillant les week-ends et les jours fériés. « Monsieur le procureur », dit Robert un après-midi, après une autre journée de 16 heures de travail, « vous devez comprendre que nous n'obtiendrons peut-être pas justice pour toutes ces victimes. Peut-être que la seule chose que nous puissions faire est de documenter les crimes pour l'histoire. » Fournier le regarda avec un mélange de colère et de désespoir. « Documenter ne suffit pas, Robert. Ces gens ont été assassinés. Les assassins doivent être punis, pas seulement mentionnés dans les livres d'histoire. Mais si nous continuons ainsi, vous mourrez avant de terminer le rapport. Et alors, toutes ces preuves mourront avec vous. » C'était un argument pragmatique et terrifiant. Fournier savait qu'il avait des ennemis puissants qui préféraient le voir mort plutôt que de voir son rapport publié. Il savait aussi que sa santé physique et mentale se détériorait rapidement. Mais comment s'arrêter quand il savait que s'arrêter signifierait trahir les victimes? La nuit, seul dans son bureau, il parlait aux photographies sur le mur comme si elles étaient des personnes vivantes. « Je vous ai promis que je trouverais la justice, » murmurait-il, en regardant la photo d'une petite fille d'environ 5 ans. « Je n'abandonnerai pas, même si cela doit tout me coûter. » Et cela lui coûtait tout. Sa carrière était ruinée, son mariage détruit, sa santé compromise. Ses filles avaient cessé d'essayer de se rapprocher de lui, mais il ne pouvait pas s'arrêter. L'obsession était devenue son identité. Jean Fournier, l'homme, était en train de mourir. Il ne restait que Jean Fournier, l'enquêteur obsédé par une justice impossible. En décembre 1971, lorsque le gouvernement suggéra officiellement qu'il clôture l'enquête, Fournier prit la décision la plus dangereuse de sa vie. Il continuerait à enquêter même sans autorisation officielle, sans ressources, tout en sachant que cela pourrait lui coûter la vie. « Si je meurs, dit-il à Robert, promets-tu de trouver un moyen de divulguer tout ce que nous avons découvert ? Je le promets, monsieur le procureur, mais je préférerais que vous restiez en vie pour le faire vous-même. Jusqu'où un homme peut-il aller dans sa quête de la vérité? Que peut-il sacrifier, famille, carrière, sécurité, santé mentale, pour rendre justice aux morts? Fournier était sur le point de le découvrir. Paris, Archives nationales, mars 2013. La chercheuse Marcelle Sorel numérisait de vieux documents lorsque ses yeux se posèrent sur quelque chose d'impossible. Rapport de la commission d'enquête, service d'aménagement du territoire, procureur Jean Fournier, 1971-1972. Marcel retint sa respiration un instant. Cela faisait près d'une décennie que des chercheurs, des journalistes et des militants des droits de l'homme cherchaient ce document. Beaucoup pensaient qu'il n'avait jamais vraiment existé, que c'était un mythe, une légende construite autour de vieilles rumeurs. Mais il était là, 7000 pages, jaunies par le temps, conservées dans une boîte poussiéreuse des archives, simplement étiquetée « Documents divers, SAT, année 1970 ». Les mains tremblantes, Marcel ouvrit le premier dossier. Ce qu'elle lut sur la première page lui retourna l'estomac. Ce rapport documente des crimes contre l'humanité aux proportions génocidaires, commis systématiquement contre les populations rurales françaises par des fonctionnaires du service d'aménagement du territoire, avec la participation directe ou l'omission des autorités civiles et militaires. C'était réel. Le rapport Fournier, considéré comme perdu à jamais, avait refait surface des cendres comme un fantôme assoiffé de justice. Marcel appela immédiatement sa directrice de thèse, la docteure Béatrice Lambert, anthropologue et spécialiste des droits des communautés rurales. « Docteur, dit-elle d'une voix tremblante, je l'ai trouvé. Le rapport Fournier. Il est ici. » De l'autre côté du fil, un long silence, puis une voix incrédule. « Marcel, vous êtes sûr? Ce ne peut pas être une fausse copie ou... »« Docteur, il y a la signature originale de Fournier. Il y a des photographies qui n'ont jamais été publiées. »
Il y a des témoignages manuscrits de survivants. Il est authentique. La découverte de Marcel fit plus que raviver une vieille enquête. Elle apporta les outils du XXIe siècle à des crimes du XXe. Des technologies que Fournier n'aurait jamais pu imaginer étaient maintenant disponibles pour analyser les preuves qu'il avait recueillies. Les photographies des massacres, par exemple, furent soumises à des analyses médico-légales modernes. Des logiciels de reconnaissance faciale réussirent à identifier certains des auteurs sur les images, en les croisant avec des bases de données historiques. Des techniques de datation au carbone confirmèrent l'authenticité des documents. L'analyse graphologique prouva que les signatures étaient authentiques. Mais le plus impressionnant fut lorsque les coordonnées géographiques mentionnées dans le rapport furent entrées dans Google Earth. « Mon Dieu !» murmura le docteur. Charles Henry, un expert en criminalistique qui s'était porté volontaire pour analyser le rapport. Les cicatrices sont encore visibles. Sur les images satellites, des décennies après les massacres, on pouvait encore voir les marques laissées par la violence. Des clairières circulaires où des hameaux avaient été incendiés, des motifs étranges dans la végétation indiquant où des corps avaient été enterrés dans des fosses communes. Des chemins d'accès improvisés qui menaient exactement aux lieux décrits comme des scènes de génocide. La terre gardait les mémoires de la violence comme des cicatrices permanentes. De l'ADN médico-légal a été extrait de fragments d'os mentionnés dans le rapport et encore conservés dans certains musées. Les résultats ont confirmé que les restes appartenaient à des populations rurales et que beaucoup présentaient des traces d'arsenic et d'autres poisons mentionnés par Fournier. C'est comme si le sol lui-même était un témoin silencieux, a déclaré la docteure Lambert lors d'une conférence de presse annonçant la découverte. 40 ans plus tard, la science confirme chaque détail documenté par Fournier. Plus choquant encore fut lorsque les chercheurs réussirent à localiser certains des auteurs encore en vie. Joseph Durand Jr., fils de l'homme qui avait organisé l'empoisonnement, était en vie et vivait confortablement à Lyon. Âgé de 78 ans, il a d'abord nié toute connaissance des crimes de son père, mais lorsqu'il a été confronté aux photographies du rapport, y compris certaines montrant son père posant à côté des corps des victimes, il s'est effondré. « Mon père me racontait ces histoires quand j'étais petit », a-t-il avoué en larmes lors d'une interview. Il disait qu'il nettoyait le pays pour le progrès. Je pensais que c'était juste des histoires. Ce n'était pas des histoires, c'était des aveux. La technologie moderne a également permis quelque chose que Fournier n'aurait jamais pu faire, donner littéralement la parole aux morts. Des archéologues légistes, utilisant des techniques développées pour enquêter sur les crimes de guerre en Bosnie et au Rwanda, ont commencé à fouiller les sites mentionnés dans le rapport. Chaque corps trouvé était traité comme une personne individuelle, pas seulement comme une preuve statistique. Cet homme avait entre 25 et 30 ans quand il est mort, expliqua la docteure Marine Simon, archéologue légiste, en examinant des restes trouvés dans un ancien hameau. D'après les marques sur les os, il a été touché par au moins 5 balles. D'après la position des autres corps autour, il a essayé de protéger un enfant, probablement son fils. Il était possible, des décennies plus tard, de reconstituer les derniers moments de la vie des victimes, de comprendre comment des familles sont mortes enlacées, comment des parents ont tenté de protéger leurs enfants, comment des communautés entières ont été exterminées en quelques heures. Les analyses isotopiques des os ont révélé d'où venaient les victimes, ce qu'elles mangeaient, comment elles vivaient. Ce n'étaient pas seulement des paysans morts, c'étaient des personnes spécifiques, avec des histoires individuelles que la science moderne pouvait raconter. Mais la découverte la plus importante se trouvait peut-être dans les dernières pages du rapport, une liste manuscrite par Fournier avec les noms de fonctionnaires qui avaient collaboré secrètement à l'enquête, fournissant des informations cruciales. Liste des héros anonymes, avait écrit Fournier en haut de la page. Des personnes qui ont tout risqué pour que la vérité soit connue. Parmi les noms figurait celui d'Isabelle, la femme qui avait frappé à tant de portes pour chercher la justice. Fournier avait écrit à côté de son nom « Sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible ».
que l'histoire se souvienne d'elle comme la mère qui a sauvé la mémoire de son peuple. La redécouverte du rapport a eu un autre effet inattendu. Elle a inspiré une nouvelle génération d'enquêteurs, de jeunes chercheurs, militants et journalistes nés des décennies après les massacres se sont sentis appelés à poursuivre le travail de Fournier. Il n'a pas pu voir la justice de son vivant, a déclaré Marcel Sorel lors d'une conférence sur sa découverte. Mais il nous a laissé les outils pour continuer à lutter pour elle. Des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont commencé à faire pression sur le gouvernement français pour rouvrir officiellement les enquêtes. La Commission nationale de la vérité a inclus le rapport Fournier parmi ses documents fondamentaux. Des procureurs modernes ont ouvert de nouvelles enquêtes basées sur les preuves redécouvertes. Pour la première fois en 40 ans, il y avait un réel espoir que certains auteurs encore en vie puissent être tenus pour responsables de leurs crimes. Mais la technologie moderne serait-elle suffisante pour surmonter des décennies d'impunité? La justice, même tardive, pourrait-elle encore atteindre les coupables? La science avait ravivé la flamme de l'enquête, mais le feu de la vérité devait encore affronter des forces puissantes qui préféraient laisser le passé enterré pour toujours. Millau, octobre 2013. Sur les murs de la mairie, les portraits d'anciens maires souriaient avec bienveillance aux citoyens. L'un d'eux était le visage du plus grand génocidaire de l'histoire française. Le docteur Oswald Sabatier avait été maire de Millau pendant 2 mandats consécutifs, de 1970 à 1977. Connu comme le père du progrès, il était vénéré comme l'homme qui avait apporté le développement économique à l'Aveyron. Des rues portaient son nom. Une école municipale avait été baptisée en son honneur. Sa veuve recevait une pension spéciale de la mairie en reconnaissance des services rendus à la communauté. Ce que personne ne savait, jusqu'à l'analyse détaillée du rapport Fournier, c'est que Sabatier avait été le principal architecte de l'opération nettoyage, le nom de code pour l'extermination systématique des populations rurales de la région. « Mon Dieu !» murmura Marcel Sorel en découvrant le lien. « Il était caché sous nos yeux depuis 50 ans. » La révélation est venue d'un détail apparemment insignifiant, une signature. Sur des dizaines de documents du SAT autorisant des opérations spéciales contre des hameaux, il y avait une seconde signature, toujours discrète, toujours dans le coin inférieur droit des pages. Un paraphe que les chercheurs avaient d'abord ignoré, le prenant pour un simple cachet bureaucratique. Mais lorsqu'ils agrandirent la signature et la comparèrent avec des documents officiels de la mairie de Millau, la vérité éclata comme une bombe. C'était la signature d'Oswald Sabatier. Le respectable maire, non seulement était au courant des massacres, il les coordonnait personnellement. La découverte a mené à une enquête encore plus approfondie dans les archives municipales. Ce qui en est ressorti, ce sont les preuves d'une conspiration qui allait bien au-delà du SAT. Un réseau de pouvoir organisé qui incluait des maires, des conseillers municipaux, des juges, des commerçants et des propriétaires terriens, travaillant tous ensemble pour exterminer les populations rurales et se partager leurs terres. Ils avaient créé un système parfait. Sabatier, en tant que maire, avait un accès privilégié aux informations sur l'emplacement des hameaux grâce au recensement municipal. Il transmettait ces informations à Joseph Durand du SAT, qui organisait les massacres. Ensuite, les terres libérées étaient immédiatement loties pour des propriétaires qui versaient de généreux pots de vin à tous les participants. C'était le génocide comme modèle économique. Opération nettoyage. Phase 3, disait un document dactylographié trouvé dans les archives personnelles de Sabatier. Cible, hameau du Larzac, secteur nord. Méthode, empoisonnement plus incendie. Responsable, capitaine Martin. Délai, 15 jours. Investissement, 200 000 francs. Retour attendu, 50 fermes d'élevage. Bénéfice net estimé, 5 millions de francs. Des vies humaines avaient été réduites à des tableurs de coûts et de bénéfices. Mais Sabatier n'agissait pas seul. L'enquête a révélé que pratiquement toute l'élite de Millau était impliquée dans la conspiration. Le juge Armand Costès classait systématiquement toute plainte liée à des crimes contre les paysans. Le colonel de gendarmerie, Benoît Salazar,
prêtait des armes et des véhicules pour les opérations spéciales. Le journaliste Fernand Perrin, propriétaire du principal journal local, censurait les nouvelles sur les disparitions de paysans. Il se réunissait tous les lundis au cercle des commerçants pour planifier les prochains nettoyages territoriaux. Ils avaient des cartes détaillées de la région, des listes de hameaux à enlever, des calendriers d'exécution. Ils traitaient le génocide comme d'autres hommes traitent des projets de construction de routes. Réunion du 15 mars 1971, disait un procès-verbal trouvé dans les archives du club. Présent, maire Sabatier, juge Coste, colonel Salazar, monsieur Perrin, propriétaires associés. Ordre du jour, situation des paysans du secteur sud. Décision, opération spéciale approuvée à l'unanimité. Délai, 30 jours. Budget, 150 000 francs répartis entre les présents. 30 jours plus tard, la communauté de ce secteur avait complètement disparu. Le plus choquant fut de découvrir que certains des héros de la ville avaient participé directement au massacre. Le docteur Sébastien Morin, un médecin respecté qui soignait gratuitement les enfants pauvres, avait fourni les poisons utilisés pour contaminer la nourriture. Le professeur Antoine Leroy, directeur de l'école où étudiaient les enfants des propriétaires terriens, avait aidé à identifier les enfants paysans qui échappaient au massacre pour les remettre aux autorités compétentes, qui les tuaient. C'était une hypocrisie monstrueuse. Le jour, ils étaient des piliers de la communauté. La nuit, ils planifiaient un génocide. La découverte la plus dévastatrice est venue lorsque les chercheurs ont trouvé des photographies des célébrations du groupe. Des images de dîners élégants où les hommes les plus respectés de Millau trinquaient au succès des opérations de nettoyage. Sur les murs du salon où ils dînaient, des trophées macabres, des outils traditionnels, des croix occitanes, des objets sacrés volés aux victimes. Une photo en particulier a glacé le sang des enquêteurs. Sabatier, souriant, lève une coupe de champagne pour un toast. Derrière lui, accrochés au mur comme décoration, se trouvaient des scalps humains, des cheveux coupés sur la tête de paysans assassinés. À la civilisation de la campagne, disait la légende écrite au dos de la photographie. Mais la découverte la plus horrible a peut-être été faite dans les archives de l'hôpital local. Le docteur Charles Moreau, le médecin légiste qui avait été forcé de falsifier des rapports, avait secrètement conservé quelques preuves qui attestaient de sa coercition. Parmi ses documents personnels, une liste manuscrite intitulée « Enfants disparus », nom, âge, date. Des dizaines d'enfants paysans qui étaient arrivés à l'hôpital après des massacres, blessés mais vivants, et qui mouraient mystérieusement pendant la nuit. En réalité, ils avaient été assassinés à l'aube par des infirmiers achetés par les conspirateurs. Ils ne pouvaient pas laisser de survivants qui pourraient un jour témoigner. Le réseau de complicité était si étendu qu'il incluait même des prêtres. Le père Joseph Aubert, curé de l'église Notre-Dame, avait organisé des cérémonies spéciales de purification sur les lieux des massacres, non pas pour honorer les morts, mais pour nettoyer spirituellement les terres pour les nouveaux propriétaires. C'était un génocide avec une bénédiction divine. Lorsque l'ampleur de la conspiration a été révélée en 2014, la ville de Millau a été sous le choc. Des générations entières avaient grandi en vénérant des hommes qui étaient en réalité des génocidaires. Il a fallu renommer des rues, abattre des statues, rebaptiser des écoles, mais le plus troublant était de réaliser que les descendants de ces hommes étaient toujours en position de pouvoir. Les fils et petits-fils des génocidaires avaient hérité non seulement de fortunes bâties sur le sang, mais aussi d'une influence politique et sociale. Ils étaient toujours là, a déclaré Lador. Lambert lors d'une conférence de presse qui a secoué le pays. Dans nos mairies, nos tribunaux, nos églises, nos écoles, le mal n'est pas venu de l'extérieur, il a grandi au cœur de notre propre communauté. Comment une ville entière a-t-elle pu vivre pendant des décennies en vénérant des génocidaires sans le savoir? Comment des personnes qui semblaient normales, respectables, voire bienveillantes, ont-elles pu commettre des crimes aussi monstrueux? La vérité la plus terrible du rapport Fournier n'était pas seulement les crimes documentés, c'était de découvrir que le mal absolu
peut porter le masque de la respectabilité. Lyon, maison de retraite Sainte-Hélène, janvier 2015. Un homme de 89 ans a demandé à parler à un prêtre avant de mourir. « Mon père, dit-il d'une voix tremblante, je dois avouer quelque chose de terrible avant de rencontrer Dieu. » C'était Manuel Ribeiro, un ancien fonctionnaire du SAT, l'un des derniers survivants de la machine génocidaire documentée par Fournier. Pendant des décennies, il avait gardé des secrets qui rongeaient son âme comme de l'acide. « J'ai tué des enfants, mon père, des centaines. Je jetais des bébés aux chiens comme s'ils étaient des morceaux de viande. » La confession de Manuel a été enregistrée et transmise au ministère public. C'était le premier aveu explicite de culpabilité de la part de quelqu'un qui avait directement participé au massacre. Mais il est arrivé trop tard pour la justice terrestre, il est mort 3 jours plus tard. D'autres confessions sont fait surface lorsque des parents de génocidaires décédés ont découvert des documents conservés dans des greniers et des tiroirs secrets. Des lettres, des photographies, des journaux intimes qui révélaient des détails encore plus sordides sur les crimes. La veuve de Joseph Durand a trouvé une collection macabre dans la cave de la maison où elle avait vécu pendant 50 ans. Plus de 200 photographies de massacres, organisées en albums comme s'il s'agissait de souvenirs de famille. Chaque photo portait la date, le lieu et le nombre de morts annotés à la main. « Mon mari me disait que c'était des photos de chasse », a-t-elle raconté en larmes à un journaliste. « Je ne les ai jamais vraiment regardées. Maintenant, je comprends pourquoi il faisait tant de cauchemars. La découverte du rapport Fournier a eu des conséquences profondes sur la société française. Pour la première fois, le pays a été contraint d'affronter la réalité qu'il avait commis un génocide contre ses propres citoyens, non pas pendant une guerre, non pas en temps de chaos social, mais comme une politique gouvernementale officielle. Les mouvements paysans qui luttaient depuis des décennies pour la reconnaissance et la réparation avaient enfin des preuves irréfutables pour leurs accusations. Le document de Fournier est devenu la pièce maîtresse des procédures judiciaires visant à obtenir des indemnisations pour les communautés survivantes et la punition des coupables encore en vie. Mais la justice est restée insaisissable. Sur les 134 fonctionnaires du SAT identifiés dans le rapport comme ayant participé directement au massacre, seuls 12 étaient encore en vie lorsque le document a été redécouvert. Parmi eux, 8 sont morts, avant que des poursuites pénales ne puissent être engagées. Les 4 restants ont invoqué la sénilité et ont été jugés mentalement incapables de subir un procès. Une fois de plus, les coupables échappent à la justice, a déclaré Isabelle, petite fille de la survivante qui avait inspiré Fournier. « Ma grand-mère est morte en attendant la justice. Vais-je mourir en attendant aussi ?» L'impunité systémique a révélé quelque chose d'encore plus troublant. La France ne s'était jamais vraiment réconciliée avec son passé répressif. Il n'y a pas eu de Nuremberg pour ces crimes, pas de commission vérité et réconciliation, pas de reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État. Le rapport Fournier est resté enterré pendant 40 ans parce qu'il arrangeait beaucoup de monde qu'il reste perdu à jamais. En 2018, 5 ans après sa redécouverte, la Cour de cassation a statué sur une action demandant la reconnaissance officielle du massacre. Par 6 voix contre 5, la Cour a décidé que les crimes commis il y a plus de 50 ans sont prescrits et ne peuvent être jugés. C'était une décision technique qui sonnait comme une trahison morale. Un génocide n'est jamais prescrit, a protesté la docteure Lambert sur les marches du palais de justice. Quand un pays décide qu'il peut tuer des peuples entiers et ensuite simplement oublier, quel genre de pays est-ce? Mais la révélation la plus inquiétante est peut-être apparue en 2020, lorsque des chercheurs ont découvert des preuves que le système documenté par Fournier n'avait jamais vraiment pris fin. Il était simplement devenu plus discret. L'accaparement des terres agricoles, la déforestation illégale, la spéculation, la violence contre les leaders écologistes, les mêmes schémas identifiés dans les années 1970 se poursuivaient, mais avec des méthodes plus sophistiquées.
Les outils ont changé, mais pas l'objectif, a déclaré Marcel Sorel, la chercheuse qui a trouvé le rapport. Ils veulent toujours les taire, ils voient toujours les paysans comme des obstacles au développement. À chaque nouvelle expropriation de territoire, à chaque nouvel assassinat d'un leader local, à chaque nouvelle tentative de réduire les droits constitutionnels des populations rurales, le fantôme de Jean Fournier semblait murmurer « Je vous avais prévenu ». Le procureur était mort en 1985, à l'âge de 58 ans, officiellement d'une crise cardiaque. Mais ceux qui avaient connu ces dernières années savaient qu'il était mort de chagrin, de frustration, de voir que toute sa lutte n'avait pas abouti à la justice pour les victimes. Il a été enterré dans un simple cimetière parisien sans grands hommages. Pendant des décennies, seule sa famille visitait sa tombe. Mais après 2013, sa sépulture est devenue un lieu de pèlerinage pour les militants des droits de l'homme. Quelqu'un laisse toujours des fleurs fraîches. Et il y a toujours une petite plaque avec les mêmes mots « Merci de ne pas vous être tu ». Aujourd'hui, plus de 50 ans après que Fournier a commencé son enquête impossible, la France n'a toujours pas réussi à répondre aux questions fondamentales que son rapport a soulevées. Comment une démocratie peut-elle coexister avec un génocide impuni? Comment une société peut-elle aller de l'avant sans solder les comptes de son passé le plus sombre? Comment garantir que des crimes aussi monstrueux ne se reproduisent plus jamais? Les 7000 pages du rapport Fournier sont toujours là, disponibles pour quiconque souhaite les lire dans leur intégralité. Elles sont un monument de papier pour des centaines de milliers de victimes dont nous ne connaîtrons jamais les noms, dont nous n'entendrons jamais les histoires, dont les morts n'ont jamais été vengés. Mais la question la plus importante est peut-être celle-ci. Si les génocidaires d'hier n'ont jamais été punis, qui arrêtera les génocidaires de demain? Partagez cette vidéo si vous croyez que la mémoire des victimes doit être honorée. Commentez votre opinion. Pensez-vous que la France rendra un jour justice aux peuples qui ont été exterminés au nom du progrès? Certaines vérités sont trop grandes pour être enterrées à jamais. Mais seront-elles assez grandes pour changer un pays? Le rapport Fournier attend toujours une réponse.